Un filet d'huile d'olive, c'est pas une phrase de diète cétogène, c'est une phrase de la salade minceur de l'été dans Grazia. J'aimerais savoir qui. I myself am strange and unusual. Oh, pas l'hiver. I myself am strange and unusual. J'aimerais savoir qui. Pas l'hiver. Pour bien préparer ma rentrée cétogène, pendant l'été, j'ai fait mon cahier de vacances et j'ai lu le dernier livre de Olivier Maria qui s'appelle Performer en mode cétogène. Je vous retrouve donc aujourd'hui pour un Keto Book Club, c'est-à-dire la rubrique de vidéos où je fais des critiques de livres. Si vous aussi vous aimez les Keto Book Club, n'hésitez pas à faire vivre cette rubrique en me disant en commentaire quels sont les livres que vous aimeriez commenter. Moi, j'adore cette rubrique, mais il faut que vous sachiez que ce n'est pas une rubrique qui me fait gagner quoi que ce soit, parce que la plupart du temps, je reçois des réclamations et la monétisation des vidéos m'est retirée pour être reversée à l'éditeur, que ce soit Robert Laffont, Thierry Soucard, etc. Donc véritablement, je fais cette rubrique par passion de la lecture et du cétogène, pas du tout pour le gain. Bon là, il se trouve que c'est un envoi presse. Thierry Soucard m'a très gentiment envoyé le livre, je pense, sur la suggestion d'Olivier. Avant qu'on commence avec le livre, je vais vous parler un tout petit peu de l'auteur. Je pense que la majorité d'entre vous doit connaître Olivier Maria, qui est aussi connu sur les réseaux sous le nom de Low Carb Frenchie, mais pour ceux qui ne le connaîtraient pas, Olivier, c'est un sportif, un gros sportif, qui fait du running, du vélo, des choses comme ça, qui a commencé le cétogène parce qu'il avait des gros problèmes d'hypoglycémie, et qui maintenant fait sa pratique, ses entraînements et ses compétitions tout en ayant une alimentation cétogène. Alors attention, hein, c'est pas un petit sportif, c'est un sportif très impressionnant. Je ne connais pas le détail de tout ce qu'il fait, mais je peux vous dire à titre d'exemple que 2 années d'affilée, en 2021 et 2022, il a participé à la Race Across France. Ce sont des épreuves extrêmement demandantes où vous allez parcourir plusieurs centaines de kilomètres par jour, et où en gros il est sur son vélo entre 18 et 22 heures par tranche de 24 heures, vous voyez. Donc je sais même pas comment c'est humainement possible. Et il faut savoir qu'il est arrivé à la 11e place sur la race de 2022. Donc vraiment, c'est important de noter que ce n'est pas n'importe quel sportif, c'est vraiment un sportif avec un gros niveau. Il y a un volume d'entraînement très important, ce qui va impliquer des choses différentes sur le métabolisme. Et ce métabolisme n'est pas le même que le mien ou que le vôtre. La dernière chose que je voulais dire, c'est qu'à titre totalement personnel, Olivier Maria est quelqu'un que j'aime bien, c'est quelqu'un que je ne connais pas personnellement mais qui m'est sympathique. Je trouve que ses interventions sur les réseaux sociaux sont motivantes et pas égocentré. C'est assez rare pour être notifié, donc c'est une des rares personnes que je suis sur Instagram. Et puis, parce que c'est quelqu'un que j'aime bien, et là, je ne vais pas lui faire de cadeaux. Et parce que je porte Olivier en haute estime, j'ai aussi des attentes par rapport à son livre. Ce que je veux dire aujourd'hui, en bien comme en mal, concerne son livre, concerne son œuvre, et pas sa personne. Donc c'est important de dissocier les deux. Voilà, donc après cette longue introduction, passons au vif du sujet. Moi j'aime bien m'attarder un petit peu sur le titre. Le titre complet est Performer en mode cétogène, mais c'est vrai qu'avec la mise en page qui a été choisie, on a tôt fait de le réduire en Performer en cétogène, que je trouve personnellement meilleur parce que j'ai tendance à ne pas du tout apprécier la tournure en mode cétogène. Donc vous me passerez ce petit caprice que je l'appellerai Performer en cétogène. Sous-titré Comment en finir avec les hypoglycémies et accéder à l'énergie infinie. Il y a vraiment cette recherche de l'énergie et de la stabilisation de la glycémie à travers le cétogène, à travers le regard d'un sportif. D'ailleurs, pour confirmer ça, un petit détail amusant, c'est que la structure du livre n'est ni construite en parties, ni construite en chapitres, elle est construite en étapes. Et je pense que c'est voulu. Donc après une courte introduction, vous avez une étape sur le régime cétogène en pratique, avec la céto-adaptation, une deuxième partie sur l'entraînement en cétogène, une troisième partie sur la compétition, et enfin une dernière partie avec des recettes, mais pas trop, 25 recettes c'est tout, ce que je trouve très bien. Franchement, quand il y a plus de la moitié du livre en recettes, on n'en finit pas, et puis on achète le livre parce qu'on veut de l'info quoi. Mais ce qu'il faut comprendre quand même du coup, c'est qu'en gros, il n'y a qu'un gros quart du livre, ou un petit tiers, qui est consacré aux explications de mise en place de la diète cétogène. Parce que le reste, c'est l'étape 2 et l'étape 3, qui sont très orientés pratique du sport. Par la structure, on comprend que c'est pas un livre qui se suffit en soi pour mettre en place une diète cétogène. À mon avis, c'est plutôt un livre pour quelqu'un qui a bien compris ce que c'était que la diète cétogène, mais qui est sportif et qui est en train de se dire « Attends, moi j'ai une compétition là, telle période de l'année, comment je fais pour faire ma transition dans de bonnes conditions et pour être prêt à temps pour ma compétition ?»
Au niveau de l'introduction, c'est une partie théorique qui va donner des informations, principalement sur les histoires de carburant. Et on comprend clairement pourquoi, c'est que c'est un livre qui s'adresse aux sportifs, et chez les sportifs est clairement ancrée la croyance que tout dépend de l'approvisionnement en glucides, que vous allez réussir votre épreuve si vous arrivez à gérer la consommation des glucides, son timing, les formes, etc. Donc vraiment c'est très ancré chez les sportifs, et depuis un moment maintenant, et du coup il doit s'adresser à ces personnes-là pour leur faire comprendre qu'il y a une autre façon possible. Et c'est un vrai challenge, je pense. Donc forcément, ces explications démarrent directement avec les histoires de filières énergétiques, comment le corps fonctionne avec le sucre, comment le corps fonctionne avec le gras. Les explications sont bonnes, elles sont concises, elles sont claires, et ça va à l'essentiel. La lecture, globalement, est facile, elle se fait bien. En plus, les mises en page aident la lecture parce que vous avez certaines choses qui sont dites plusieurs fois. Vous avez des choses qui sont dites dans les paragraphes et d'autres qui sont remises dans des encarts avec des fiches, des questions, vous savez, des cadres qui permettent de souligner ce qui est important. Ça fait que les informations importantes, si vous les avez loupées sous une certaine forme, elles vont revenir sous une autre, et ça, c'est très important parce que ça fait partie de la pédagogie qu'il faut répéter et expliquer parfois dans des langages différents. Alors par exemple, il y a un encart que j'ai bien aimé où on compare la diète occidentale et la diète cétogène dans la perspective du sport, les avantages et les inconvénients de chaque. Et comme je vous disais, c'est toujours dans cette espèce de dimension argumentaire qui n'est pas forcément assumée, hein, c'est pas une plaidoirie, mais qui est quand même sous-jacente parce qu'il a besoin de venir convaincre son public. Les gens qui ont acheté son livre, c'est peut-être des gens qui se disent « Ah oui, j'ai entendu parler du cétogène », mais au fond d'eux, ils ont encore cette croyance avec les glucides. Et donc, ce genre de page, avec les avantages et les inconvénients, permettent vraiment de synthétiser, voilà, le contraste entre ce que tu as aujourd'hui et ce que tu peux avoir avec la diète cétogène, et avec ce que ça peut impliquer d'inconvénients aussi. Donc ça, c'était très bien vu. Il y avait aussi un focus qui était fait sur les différents types de sport, les implications sur les différents types de sport, que ce soit un sport d'endurance, ou plutôt un sport d'aventure, il avait appelé, je crois, ou plutôt un sport type muscu. Ça, c'est des choses que je trouve bien aussi, parce que la personne qui lit, qui se retrouvera dans chacune des catégories, va pouvoir peser le pour et le contre. Voilà ce que ça peut m'apporter, est-ce que j'ai envie de sauter le pas, etc. Donc après cette introduction à visée un peu argumentative, vous êtes supposé être convaincu, on passe à la partie pratique, la céto-adaptation et la phase d'adaptation. Donc encore une fois, je suis vraiment très contente qu'Olivier ait décidé de marquer le coup en disant la phase d'adaptation c'est pas rien, faut pas la négliger, faut la chouchouter, il y a des mesures à prendre. Donc je ne suis pas d'accord sur le fait que la phase d'adaptation dure 15 jours. En vérité, qu'on se le dise, en 15 jours vous sortez du keto flou. En 15 jours, si vous avez eu du keto flou, vous en êtes normalement débarrassé. Est-ce que ça veut dire pour autant que vous êtes céto-adapté? Non, je pense pas. Vous êtes un état où, ça y est, vous avez moins d'inconfort, vous commencez à vous habituer à l'absence de glucides, et pour autant c'est pas encore enclenché sur le plan métabolique, c'est pas encore enclenché dans le cycle de Krebs. Donc il explique que c'est une période difficile, où il faudra être strict, que on va faire face au keto flou, et surtout, puisqu'on s'adresse à des sportifs, il vous explique que c'est une période où il y aura de la contre-perf, qu'il faut pas vous attendre à faire vos trucs de d'habitude, que probablement vous pourrez pas faire des sports à haute intensité, en anaérobie, etc. Et puis il mentionne aussi que c'est une période où on peut avoir des troubles digestifs. Alors, je trouve que même si tous les marqueurs de cette période de keto flou sont mentionnés, c'est dommage parce que tout est un peu édulcoré. C'est-à-dire que tout est mentionné, mais un peu vaguement et sans rentrer dans les détails. Troubles digestifs, ok, lesquels? Qu'est-ce que je vais avoir? Qu'est-ce qui va se passer pour moi? Comment je sais si ce que j'ai c'est normal ou si c'est très grave? C'est toujours le reproche qu'on peut faire quand on va vite, on peut pas rentrer dans les détails, et si on peut pas rentrer dans les détails, des fois on laisse les gens dans une zone un petit peu floue. Alors évidemment c'est peut-être pas nécessaire pour tout le monde, mais comme la phase d'adaptation c'est la phase la plus difficile, c'est la phase ingrate, c'est la phase où tout se joue, je trouve que c'est dommage d'aller vite. Un truc que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'il y a toute une page qui est dédiée au fait de mesurer sa cétose. Donc ce que j'ai bien aimé, c'est que donc il mentionne, et j'en suis très contente, que les bandelettes à urine ça existe, mais que c'est pas la panacée pour mesurer. C'est loin d'être suffisant, c'est pas du tout précis. Ce qui nous intéresse nous, c'est de savoir combien de mesures de cétone vous avez dans le sang. Donc il vous explique aussi que vous pouvez donc utiliser une machine qui sert à ça, qui est comme un lecteur de glycémie mais avec l'acétonémie en plus, et que, c'est là que je suis pas très contente, si vous êtes au-dessus de 1, vous êtes en cétose nutritionnelle, et que ça va suffire pour vous alimenter. Je suis pas du tout d'accord avec cette notion. Je pense qu'en dessous de 1,5, 1,7, il n'y a pas assez de cétone dans le sang pour venir alimenter le cycle de Krebs. Et là, je parle vraiment de phase d'adaptation et de mesure du matin à jeun. Je parle pas de mesure après le sport, etc. Je parle vraiment de la mesure du matin à jeun. Et je pense que là, vraiment, ça aurait été important d'expliquer parce que justement, on s'adresse à des
des sportifs, donc le cycle de Krebs ils connaissent, donc le fonctionnement de l'énergie c'est important qu'ils le sachent, c'est d'autant plus important qu'ils ne fassent pas n'importe quoi parce qu'ils ont besoin que leur corps les suive, et je trouve aussi dommage qu'il ne soit pas du tout fait mention de la glycémie, puisque on vous a quand même parlé dans l'introduction que l'intérêt c'était de lisser la glycémie, stabiliser la glycémie, éviter les hypoglycémies, donc forcément là j'ai une attente, je me dis ah on va parler de ça, mais on n'en parle pas, c'est dommage, mais je pense aussi que c'est un sujet qui fâche. C'est un sujet où il se passe beaucoup de choses, avec beaucoup de cas particuliers, beaucoup d'implications. Donc si on commence à mettre le doigt dans l'engrenage, on peut y passer des pages et des pages à expliquer. Néanmoins, comme c'était la promesse de départ, ça m'embête un peu. Il est fait mention un petit peu plus tard dans le livre d'un appareil pour mesurer la glycémie en direct, sauf qu'on ne donne quasiment aucune fourchette, aucune notion de chiffres. Et ça, là-dessus, pour moi, c'était quand même un gros point négatif. Ensuite, on passe à une partie sur les macros. Alors, c'est une partie où on va assez vite, mais c'est vrai que souvent, les sportifs sont un peu familiers avec ça, ils connaissent. On vous dit que les glucides, c'est 25 grammes, que les protéines, c'est entre 1 et 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps, donc moi je suis pas du tout d'accord avec ça, et je suis pas la seule, puisque autant 1 gramme de protéines par kilo de poids de corps me semble une bonne chose, 2 grammes ça va être très compliqué en phase d'adaptation. Et puis au niveau des lipides, c'est hyper flou. On vous dit qu'il va falloir en manger pour compenser l'absence des glucides, mais on vous dit aussi qu'il ne faudra pas s'en gaver. Mais ce sont quand même des notions qui sont hyper subjectives. Donc au final, je trouve que sur cette partie sur les macros, est pas fausse, mais elle est extrêmement vague, extrêmement imprécise. Je trouve que c'est dommage, surtout qu'on s'adresse à une catégorie de personnes qui est relativement familière avec la notion de macro. Je pense par exemple aux sportifs musculation, etc., parce que c'est ce que je connais le mieux. Les discussions en salle de sport sur les macros vont bon train. Les mecs sont tous en train de se demander entre eux c'est quoi leur macro. Donc ce sera pas un problème pour eux de réguler ça, de compter ça, c'est pas comme si c'était nouveau. Alors il y a une partie qui suit, qui est un peu plus concrète et qui s'appelle l'assiette du sportif. Vous allez donc pouvoir visualiser. Alors au niveau des graisses, ça commençait bien, la liste me plaisait, donc il y avait huile d'olive, graisse animale, MCT, et puis une chose qui m'a vraiment chafouiné, vraiment ennuyée, c'est la présence de l'huile de colza. Je suis désolée, mais l'huile de colza n'est pas une huile qui est possible en diète cétogène. Elle a la réputation d'avoir un bon ratio oméga 3, oméga 6, ce n'est pas vraiment le cas, le ratio est loin d'être satisfaisant, c'est moins pire que certaines. Mais en fait, c'est pas satisfaisant. Le colza fait partie des huiles issues des graines qui sont catastrophiques pour le métabolisme. Oh, mais sportif ou pas sportif, les huiles issues des graines sont les pires en termes de polyinsaturés. Les polyinsaturés sont des graisses qui sont pas utilisables métaboliquement, qui une fois qu'elles sont stockées mettent beaucoup de temps à se déstocker, posent beaucoup de problèmes d'oxydation. Et quand bien même le ratio oméga 3 ou oméga 6 vous paraît très correct, dans les faits en diète cétogène, on mange trop de gras pour que la quantité absolue ne soit pas un problème. Même si votre ratio vous semble bien, en fait, il y a déjà trop d'oméga 6 dans l'absolu, en diète cétogène. Donc, vraiment, là-dessus, je suis très fâchée. Je trouve que c'est une très grossière erreur qui aurait pu être évitée, puis en plus, elle est répétée. Ça, c'est pas possible. Et si, ce que je souhaite d'ailleurs, le livre d'Olivier a assez de succès pour être réimprimé, j'espère qu'ils pourront, à la réimpression, faire cette correction et enlever cette erreur qui, je pense, décrédibilise lourdement l'ensemble du propos. Donc ensuite on vous dit que vous allez pouvoir manger les fromages et les autres oléagineux. Encore une fois, je trouve qu'on est en contradiction parce que on vous dit, et c'est expliqué dans le livre, qu'il faut éviter les oméga 6, il faut limiter fortement leur consommation, mais on vous propose l'huile de colza et on vous dit de consommer des oléagineux. Les oléagineux sont extrêmement riches en oméga 6. Donc en fait, moi je suis là au milieu, je me dis ok, mais alors quelle est la logique? Je peux pas manger les oméga 6 en huile, mais je peux les manger en noix. Et en plus, il le dit que les oméga 6 posent problème. Donc c'est vraiment dommage. Dernière chose qui ne va pas du tout plus dans cette assiette du sportif, c'est qu'on vous propose de sauter le petit déjeuner dans l'optique d'améliorer la lipolyse et la cétogénèse. Je trouve ça très dommage, et d'autant plus de la part d'un sportif. Et je pense que la plupart des gens qui utilisent un lecteur de glycémie et qui connaissent leur glycémie s'aperçoivent justement que métaboliquement ça leur réussit pas très bien de jeûner le matin, parce qu'ils s'aperçoivent que petit à petit leur glycémie ne fait que monter au cours de la journée, ce qui est la preuve que pendant cette matinée, vous n'êtes pas extrêmement cétogénique, vous ne faites pas tant que ça de lipolyse, vous faites plutôt de la néoglucogénèse, puisque vous ne consommez pas de sucre et que votre sucre dans le sang augmente. Mais encore faut-il pour cela
utiliser un lecteur de glycémie, et comme c'est pas proposé et que c'est pas expliqué, les gens ne vont pas s'en rendre compte. Moi vraiment cette histoire de jeûne le matin, ça commence vraiment à me fatiguer, on entend ça partout, c'est la doxa, et en fait on voit les ravages que ça fait sur les gens, Alors quand on a 20 ans, 25 ans, oui, on peut faire du jeûne intermittent, ça passe pas de problème, mais vraiment, typiquement le jeûne intermittent le matin, ça fait du bien aux gens les premiers mois, et au bout d'un moment, c'est la catastrophe sur tous les plans. Donc j'ai été ravie par exemple de suivre une personne en coaching qui est extrêmement sportive, elle fait de l'ultra trail, et du coup cette personne est médecin aussi, et elle m'expliquait qu'elle essaye vraiment de raisonner les masses et les masses de patients qu'elle reçoit qui sont tout fiers de dire qu'ils font du jeûne intermittent le matin en leur disant mais tu commences ta journée, tu mets pas de carburant dans la voiture, et vous ne faites pas exception parce que vous êtes en cétogène. La pensée principale c'est toujours de dire oui mais en cétogène on est différent parce qu'on peut fonctionner sur les cétones. Oui bah si vous prenez votre glycémie et votre cétonémie, vous apercevrez que la glycémie est trop haute et que la cétonémie est trop basse, et que donc vous n'êtes pas métaboliquement en l'état de faire du jeûne intermittent le matin. Je ne suis pas contre le jeûne intermittent, j'en pratique moi-même occasionnellement, mais je suis contre le fait de le pratiquer le matin. Bref, parenthèse refermée, ce petit chapitre se clôt sur un petit tableau avec les menus pour la semaine, menus qui font référence aux recettes qui sont données à la fin du livre, comme ça les gens s'y retrouvent. Voilà, donc sur cette première partie, il y a de bonnes explications. Au niveau de la théorie, c'est bien, et c'est bien expliqué. Là où ça se gâte, je trouve, c'est sur la pratique. Alors moi, je trouve que c'est pas suffisant pour mettre en pratique correctement. Ça va donner des mises en pratique qui seront pas foncièrement fausses, mais qui vont être très très approximatives. La seule mesure qui est précise, c'est pas dépasser 25 grammes de glucides. Après, le gras, c'est ne pas s'en gaver. Et les protéines, c'est entre 1 et 2, ce qui est du simple au double. Donc je trouve que la fourchette est trop vague. Ça, et puis l'huile de colza, qui j'espère sera amendée dans les futures réimpressions du livre d'Olivier. Alors, ensuite on passe à la partie entraînement, sur laquelle j'aurai forcément un œil moins critique, parce que je m'y connais moins, tout simplement, et que la première partie c'était plus mon domaine, donc je faisais un peu la maline, mais bon, la deuxième partie, j'ai plus de la curiosité. Je me dis tiens, comment on aborde ça, parce que personnellement, c'est pas ma game. Donc l'étape 2 sur l'entraînement commence par un espèce de tour d'horizon temporel de comment ça va évoluer dans le temps. Concrètement, quelles vont être les étapes de progression entre votre démarrage et la fin où vous allez retrouver vos performances. Donc ça donne une espèce d'image générale qui, je pense, est assez importante pour les sportifs qui visent la compétition et qui se disent ok, combien de temps il va falloir que je prévoie. Et on vous explique que, surtout pour la phase d'adaptation et le début, vous allez être obligé d'adapter votre activité, que vous ne pourrez pas faire de forte intensité, et que même si ça risque d'être enrageant pour vous, il va falloir que vous vous entraîniez à des basses intensités, et que la fréquence cardiaque ne doit pas dépasser un certain seuil, et vous donne aussi une méthode de calcul en fonction de votre âge et de votre degré d'activité sportive pour savoir quel est ce seuil à ne pas dépasser. Il vous parle aussi d'une technique qui était totalement inconnue au bataillon pour moi, qui permet d'améliorer progressivement l'aérobie, et puis partie qui va fortement intéresser les sportifs, je pense. On vous parle de comment organiser sa programmation pour la saison sportive de l'année ou dans l'éventualité d'une compétition. La chose que j'ai trouvée intéressante dans le chapitre, c'est une recette d'eau salée. C'est intéressant parce qu'il vous donne la proportion à faire pour un sportif pendant l'effort avec l'eau et le sel, etc. Vous avez aussi une recette de bouillon d'os. Bien sûr, je ne vais pas vous révéler le contenu du livre, mais dans les conseils qu'il donne pour la céto-adaptation, il y a toute une partie sur les minéraux, et voilà pourquoi ces recettes arrivent là. Une partie que j'ai aimée dans cette étape sur l'entraînement, c'est la partie sur la récupération. Il est mentionné que pour les sportifs en cétogène, la récupération sera meilleure. Ce qui est dommage, c'est que c'est pas du tout expliqué pourquoi. On vous renvoie à une étude, mais il aurait été bien d'expliquer pourquoi on a une meilleure récupération en cétogène. Comme c'est pas fait, je me permets de vous le dire, mais c'est principalement parce que quand vous êtes céto-adapté, vous êtes beaucoup moins catabolique dans la journée et beaucoup plus anabolique, surtout si vous avez une glycémie stable, et surtout si vous avez une glycémie stable pendant la nuit. Ça va décupler vraiment vos capacités d'anabolisme et donc votre capacité de réparation des tissus. On vous explique aussi que c'est parce que le gras est un carburant propre qui ne génère pas beaucoup de dommages oxydatifs, ça c'est vrai également. Le gras, les cétones, tout ça se métabolise dans la mitochondrie sans générer beaucoup de ROS, de Reactive Oxygen Species, qui sont le marqueur le plus connu et le plus important de l'inflammation. Quand on a un métabolisme qui tourne avec des lipides et des cétones, en fait on crée beaucoup moins d'inflammation, et c'est quand même quelque chose à ne pas négliger pour un sportif, parce que si vous voulez faire du sport toute votre vie,
sans défoncer votre machine et sans vieillir de manière accélérée et sans abîmer vos tissus. Vous avez très intérêt à être anabolique et vous avez très intérêt à faire très peu de dommages oxydatifs. Et puis on termine par un petit encart coloré sur le sommeil que je vous montre ici. Là-dessus, je vous avoue que je suis un petit peu fâchée parce que dans un livre pour les sportifs, réserver ça au sommeil, je trouve que c'est très insuffisant. Encore une fois, c'est pas des choses qui sont fausses, mais c'est vraiment des banalités. Dormir 7 à 9 heures par nuit, attention aux écrans le soir, et puis garder une température fraîche dans la pièce. Vraiment, là non, là c'est pas assez. Un sportif doit montrer l'exemple. Moi je m'en souviens dans une salle de sport où j'allais il y a très très longtemps, c'était une salle de sport où ils faisaient de la réathlétisation, et donc il y avait beaucoup de sportifs de compétition qui s'étaient blessés, qui faisaient leur réathlétisation ici, et moi du coup j'en profitais pour leur poser plein de questions. Et une chose qui m'avait frappée et qui était un dénominateur commun de tous ces sportifs, c'est que leur coach leur faisait la chasse toute l'année avec le sommeil. Ils avaient interdiction de toucher leur téléphone 1 heure avant de se coucher. Là en fait il n'y a pas de vrais conseils qui sont donnés, pourtant là je pense que c'est important parce qu'on est dans un livre pour les sportifs, parce qu'on est dans un livre où, je vous rappelle que la 3e partie, c'est la performance et la compétition, il faut y aller. Alors peut-être qu'Olivier n'a pas de problème de sommeil, et il faut aussi dire qu'il y a une majorité des sportifs qui ont plutôt un bon sommeil, parce que y a beaucoup de sportifs qui pratiquent des activités outdoor, donc forcément quand vous êtes dehors, vous êtes beaucoup mieux connecté à votre rythme circadien, et même si vous faites à côté de ça quand même des écrans, des lumières, etc., le fait que vous ayez passé du temps dehors mitige les effets négatifs. Mais il y a toute la part de sportifs qui n'est pas dehors. Faut penser à ceux qui font de la natation par exemple, et qui s'entraînent une partie de l'année à l'intérieur. Faut penser à ceux qui font de la muscu et qui sont en permanence à l'intérieur sous des néons. Donc je pense que même si une majorité des sportifs a plutôt un rythme circadien mieux que les autres, il y a tous ceux qui n'en ont pas. Et du coup, j'insisterai plus longuement et plus lourdement sur cette histoire de sommeil. Cette 2e partie, je l'ai lue avec intérêt et curiosité. Il y a quand même des éléments intéressants, je pense notamment pour adapter sa pratique au début. Parce que c'est vrai qu'une fois qu'on est adapté, bon, dans l'ensemble on fait ce qu'on veut, mais il y a vraiment des éléments pour vous aider à adapter votre pratique au début, et qui insiste sur le fait que bah oui, ça va être chiant, oui, il va y avoir de la contre-perce, oui, il faut prendre son mal en patience, tout cela est bien vu. Et puis ensuite on passe à la 3e étape, je pense là un petit peu plus pointue, où on parle de compétition. Cette partie-là, je pense, va intéresser un certain nombre de gens parce que c'est une partie où il va vous donner des protocoles. C'est, si vous voulez, sous-tendu par l'idée qu'il va y avoir plusieurs stratégies nutritionnelles possibles selon que votre effort est court ou que votre effort est long, et selon de où vous en êtes de votre adaptation. Est-ce que vous êtes au début ou est-ce que vous êtes bien céto-adapté? Donc ça va donner plusieurs stratégies et plusieurs protocoles. J'ai surtout regardé les protocoles qui étaient destinés à ceux qui voulaient rester cétogènes pendant les épreuves. Je n'ai pas vraiment compris pourquoi le repas de la veille au soir était proposé du potimarron, qui pour moi fait partie d'un des seuls légumes que je ne mangerais pas en diète cétogène. Enfin, j'ai trouvé que c'était étonnant d'avoir choisi le potimarron, parce que c'est plutôt un légume plus glucidique que les autres. En plus, il n'y a pas marqué de quantité, il y a marqué une portion de potimarron. Du coup, on a vite fait de se tromper sur la portion. Comment je sais si c'est 100 grammes ou si c'est 200 grammes? En fait, si vous prenez 200 grammes de potimarron, il y a de fortes chances que vous sortiez de cétose. Donc c'est un petit peu dommage, juste avant une épreuve que vous voulez faire en cétogène. Alors il y a des chances que pendant la nuit, vous rebasculiez en cétose si vous êtes assez flexible, mais j'ai trouvé ça étonnant en fait. Pourquoi prendre ce risque? Pourquoi prendre ce risque alors qu'on pourrait jouer la sécurité en prenant des brocolis? Peut-être il y a une logique qui m'échappe, et puis je pense que si Olivier passe par là, il voudra bien nous dire dans les commentaires la logique de tout ça. Dernière chose, et pas des moindres, qui m'a quand même embêtée, en lisant la composition des assiettes et des protocoles et des menus, je vois apparaître des phrases type « une cuillère à soupe d'huile de machin »,« un filet d'huile d'olive ». Alors, excusez-moi, mais un filet d'huile d'olive, c'est pas une phrase de diète cétogène, c'est une phrase de la salade minceur de l'été dans Grazia. C'est pas possible de faire ça. Et il l'a dit au départ, les matières grasses sont là pour venir tamponner le fait qu'on a enlevé des glucides. Quand on enlève 200 grammes de glucides d'un coup sur une journée, on ne compense pas ça par un filet d'huile d'olive. C'est pas des quantités de diète cétogène, et ça m'ennuie, hein. De toute façon, dans ce livre, à part les 25 grammes de glucides, il n'y a aucune quantité sur rien. Donc on s'est pas trop mouillé. Mais c'est quand même dommage. Bon, je suis d'accord que le focus est sur, voilà, ces histoires de sport, de filières énergétiques, mais si on veut arriver à ce résultat, il faut un moment qu'on soit précis sur la diète. Donc, je trouve que c'est embêtant qu'on ne se soit pas prononcé et qu'on n'ait pas fait des arbitrages
sur les quantités à prendre. Et il vous le dit en plus, il vous dit en phase d'adaptation, il faut être strict. Mais là, on n'a pas les outils pour être strict. Qu'est-ce qu'il faut stricter? Il n'y a pas de parti pris fort. Vous avez plusieurs choses intéressantes dans le livre que j'ai pas forcément commentées, mais vous avez des interviews de sportifs connus avec des témoignages. Et puis, vous avez une partie sur son expérience à lui en cétogène que j'ai trouvé vachement intéressante. Donc, il vous explique un petit peu son histoire avec les hypoglycémies, comment ça a changé, comment il a acquis sa flexibilité métabolique, ce qu'il est capable de faire aujourd'hui, ce que ça lui apporte. Et c'est vrai que c'est motivant et inspirant parce que c'est quelqu'un qui accomplit beaucoup de choses sur le plan sportif. Donc c'est quand même un bel exemple de réussite. Mais comme je vous disais au début, c'est pas parce que lui il s'en est sorti avec de l'approximation que tout le monde pourra le faire. Tout le monde n'a pas la même base qu'Olivier Maria, tout le monde n'a pas les mêmes capacités que lui, tout le monde n'a pas le même passif. Donc là où lui il s'en est tiré peut-être avec de l'à peu près comme ça, il y a des personnes qui pourront rester bloquées. Et c'est pour ça que, comme je vous disais, je trouve dommage que ça manque de précision à certains endroits. Ça n'en reste pas moins, je pense, un livre très inspirant. Et puis ça termine avec des recettes. Alors, ce qui m'a plu dans les recettes, c'est qu'il y avait une majorité de recettes salées, et que dans les recettes sucrées, il y avait quasiment jamais d'érythritol ou vraiment en très petite quantité, ce qui est rare. Donc là-dessus, j'étais agréablement surprise. Olivier, si tu passes par là, la tomate mozza n'est pas une recette. c'est le quotidien des Français en été. Il m'a fait rire avec sa salade tomate mozza. Mais sinon, pour le reste des recettes, c'est globalement des recettes qui m'ont donné envie de les faire. Il y a quand même beaucoup de fromage dedans, hein, sachez-le, si vous essayez de limiter le fromage pour les raisons qu'on sait, je vais pas les redire ici. Il y a beaucoup de fromage. Et puis, vous savez, dans un livre, normalement, après les recettes, c'est la fin. Et là, en fait, après les recettes, il y a des annexes. Je trouve que c'est dommage de les avoir mis là parce que je pense qu'il y a des gens qui vont les louper. Parce qu'il y a les gens comme moi qui sont jamais intéressés par les recettes, donc quand ils voient que les recettes arrivent, ils referment le livre. Toutes ces personnes-là risquent de louper les annexes qui sont plutôt intéressantes. Je pense que là, il aurait fallu vraiment les placer à un autre endroit plutôt que les mettre là. Et si vous n'avez pas encore lu le livre, eh bien sachez qu'il faut aller après les recettes pour tomber sur les annexes. Pour terminer, je pense que le point fort de ce livre, c'est que c'est très inspirant, et surtout pour un sportif, le fait de voir l'exemple d'Olivier Maria, les performances qu'il est capable de faire, ce qu'il est capable de donner, ce qu'il est capable d'accomplir, tout en étant cétogène, plus les témoignages qu'on voit à l'intérieur, tout ça c'est un exemple hyper inspirant, qui peut faire basculer un sportif, qui peut le faire switcher de ses croyances sur on peut fonctionner et faire du sport qu'avec des glucides, ou quelqu'un comme Céline qui va dire par exemple on peut construire du muscle qu'avec des glucides. En fait là c'est la preuve que non, vous avez la preuve que vous pouvez faire autrement, et c'est vraiment un très bel exemple. L'intérêt principal du livre, à mon avis, ne réside pas dans la mise en place de la diète. Par contre, ce que ça vous donne, c'est une vue d'ensemble qui est intéressante. Une vue d'ensemble sur les filières énergétiques et comment on peut passer de l'une à l'autre. Comment je m'y prends pour adapter mon activité sportive et comment je prépare s'il y a une compétition, qu'est-ce que je peux manger, comment je peux m'organiser, etc. Donc l'intérêt principal du livre réside vraiment dans cette espèce de force de passage à l'action que ça peut donner. Parce que y a un côté « Oh waouh, on peut faire ça ». En tout cas, c'est une très bonne chose que ce livre existe pour son côté inspirant, parce que s'il n'y a pas beaucoup de livres qui sont faits sur la diète cétogène et le sport, en tout cas je salue l'effort, j'espère qu'il sera vendu à beaucoup d'exemplaires et que du coup à la réimpression ils pourront faire la correction sur l'huile de colza. Je voulais remercier du fond du cœur Olivier de m'avoir envoyé son livre. Si vous avez aimé ce Keto Book Club, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Merci d'avoir vu cette vidéo. Et à très bientôt dans la télé-réalité de la cétose. Je suis vous êtes bien trop brut.